Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Coach Bas Gingras de Natation Gatineau et bienvenue au prochain épisode de NG Télé. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une athlète hors du commun. Il s'agit de Camille Bérubé. Camille nage avec Natation Gatineau depuis déjà plusieurs années et il incarne à merveille les valeurs du club parce que sa persévérance et sa détermination l'ont mené, entre autres, euh, aux Jeux paralympiques de Londres et de Rio. Et je dis bien entre autres parce qu'elle a fait partie de d'autres équipes nationales et participé à d'autres championnats mondiaux. Aujourd'hui, Camille est avec nous pour nous faire part de son expérience. Et sans plus attendre, nous allons maintenant passer à son entrevue. Comment ça va? Ça va aussi bien que ça peut aller, je pense. Ouais. Comment, Ouais. comment tu dis avec la situation actuelle là, qui se passe là, avec le COVID-19 à travers le monde? Mhm. Ben c'est sûr que c'est un méga gros défi qui nous est lancé, surtout en tant que nageur. On n'a pas accès Ouais. facilement on n'a pas accès du tout en fait à des infrastructures pour l'entraînement. Donc, il faut être assez créatif et créative. Je dirais que tranquillement, je commence à avoir plus une espèce de routine, si on veut. Là, tu sais, je fais mes entraînements, je fais du vélo quelques fois semaine, puis je fais des entraînements de musculation à la maison avec l'équipement que j'ai ici. Puis on dirait que tranquillement, c'est comme le nouveau normal. C'est comme emparé de nous autres, puis ben on travaille avec, c'est ça, on travaille avec ce qu'on a là. Ouais. Ouais. J'aimerais ça que tu commences juste par nous parler de toi. Qui es-tu? Quel est ton parcours en tant qu'athlète? Donc, ça fait près de 12 ans que j'ai de l'expérience sur la scène internationale dans la natation. J'ai commencé à nager à l'âge des petits cours de natation, comme à l'âge de 5 ans. Puis, mes parents m'ont inscrit dans la natation simplement parce qu'ils pensaient que c'était important que je sache nager, étant québécoise, puis Mhm. habitant dans un pays où il y a beaucoup d'étendues d'eau. Puis, ma famille a toujours été des skieurs de fond. Moi, c'est vraiment pas quelque chose à laquelle que j'ai accroché dans le fond. Donc, je suis Mhm. restée un peu dans le monde de la natation, puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée au niveau provincial, international, puis un entraîneur en particulier quand j'étais toute jeune à mes débuts, Sylvain Rainville, Mhm. qui m'avait un peu introduit là, au monde de la paranatation. J'avais aucune idée c'était quoi. Je savais pas que c'était même possible de pouvoir atteindre des standards provinciaux, nationaux, internationaux, etc. pour pouvoir compétitionner à ce niveau-là. Donc, ça a vraiment été Sylvain Rainville puis Catherine Laprade qui ont été mes les personnes qui m'ont introduit au monde de la paranatation du club aquatique de Gatineau. Donc, ça fait plusieurs années déjà. Puis c'est ça, à l'âge de 14 ans, en 2009, j'ai fait ma première équipe nationale. Donc, j'ai compétitionné au championnat du monde en petit bassin, qui était à Rio de Janeiro, au Brésil. Donc, ça a été vraiment ma première expérience là, de compétition internationale. Euh, Puis par la suite, c'est de fil en aiguille. Puis là, c'est vraiment c'est une longue histoire que je fais vraiment courte. Là. Il y a Ouais. eu des obstacles, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Mais 3 ans plus tard, je me retrouvais aux Jeux paralympiques à Londres en 2012. Puis ensuite, il y a eu Rio en 2016. Puis entre tout ça, il y a eu des championnats du monde, des championnats pan-pacifiques, les Jeux panaméricains en 2015. Puis là, ben, on vise Tokyo, on visait Tokyo, on vise encore ces Jeux-là. Peu Ouais. importe quand ils vont arriver, on parle de l'été 2021. Donc, on verra en temps et lieu qu'est-ce qui se passe. Plus l'information vient, plus ça a l'air que c'est assez concret, que c'est dans un an, un an et quelques mois que ça va se passer. Donc, l'objectif est toujours le même. La date est juste différente. Non, mais c'est ça, c'est bien que tu amènes le sujet parce que tu sais, je me demandais avec le report, on sait quand même que je pense que les Jeux Olympiques de Tokyo sont quand même tes derniers jeux, je pense que tu vises à Mm. faire. Je pense que ça l'amenait quand même une espèce de fin de carrière pour toi cette année. Alors, comment est-ce que tu t'es adapté là, à l'annonce là, de l'annulation des trials, puis Mm. après ça, l'annulation des jeux? Euh, comment est-ce que tu as dû t'adapter à ça, là, toi? Ben, c'est sûr que ça a été comme un choc au début. Premièrement, quand on a su là, tu sais, les histoires de COVID comme commencer à sortir tranquillement, puis là, tout d'un coup, on pouvait plus s'entraîner parce que comme ok, mais les essais sont dans 2 semaines. Puis ça n'a pas été long avant que tu
tu sais, les processus ont été engendrés, puis les gens ont commencé à dire, OK, ben, tu sais, tel événement sportif est annulé, puis etc. Fait qu'on savait que ça s'en venait. Mais c'était vraiment, tu sais, l'information arrivait au compte-gouttes de jour en jour, ça changeait d'heure en heure. Donc, il y a eu beaucoup d'incertitudes au départ. On n'avait aucune idée de l'ampleur de la crise puis tout ça. Mais ça a été un processus assez rapide, je dirais. On dirait que tout est arrivé, tu sais, à quelques jours d'intervalle à peine. Donc, ça a été, OK, il y a une crise, OK, on peut plus s'entraîner, OK, les essais sont repoussés ou annulés, on n'est pas trop sûr. Puis là, boum, tout d'un coup, le Canada participera pas aux Jeux. Je dirais que ça a été le plus difficile. Parce que là, c'était comme, je pouvais pas m'imaginer l'idée que les Jeux allaient peut-être quand même se passer. Et à ce moment-là, les comités internationaux, c'est ça qu'ils disaient, les Jeux, ça se passe encore cet été, tout ça. Donc, ça a été rough d'entendre que le Canada allait pas participer aux Jeux. Je pouvais pas m'imaginer que les Jeux allaient quand même se passer, puis que j'allais potentiellement pas être là, puis que mon équipe allait potentiellement pas être là. Donc ça a été vraiment là, la claque dans le visage, si on veut. Donc, 48 heures où j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'était la question de, est-ce que je continue un autre 4 ans? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Puis, je pense 48 heures plus tard, le comité international annonçait que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques allaient être repoussés à l'été 2021. Mais là, on n'avait toujours pas de date en tant que telle. Fait que là, c'était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Donc, ça a été comme une espèce de montagne russe d'émotions où il y avait comme pas de décision qui pouvait être prise, il y avait rien de concret. Puis c'était comme, OK, il faut qu'on s'adapte, mais on sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, ça a été juste un moment de beaucoup d'incertitude, mais là, avec les dates qui sont quand même fixées, un peu plus de certitude, la crise qui est, tranquillement, la poussière redescend, on a une nouvelle routine, puis c'est sûr que, le message qui nous est envoyé, puis ce qu'on sait, c'est qu'on va pas atteindre notre peak performance dans nos salons chez nous cette année. C'est juste pas une réalité. Donc, il a fallu que je me fasse à l'idée avec ça. Puis, j'ai accepté ce fait-là. Je me suis créé une nouvelle routine qui me rend heureuse, qui me rend. Puis, je pense que c'est ça le plus important en ce moment, c'est de focuser sur notre état mental. Puis, tu sais, qu'est-ce qui te fait bien sentir en ce moment? Parce que veux pas, on voit pas le soleil autant qu'avant. On passe pas autant de temps dehors. Tu sais, juste la courte marche entre l'auto puis le centre sportif, tu sais, t'es dehors puis tu t'en rends pas compte, mais là c'est comme ça me manque. Mais tu sais, on trouve des moyens pour rester saine d'esprit, puis Ben, on verra pour la suite. je trouve que tu fais bien le tour du sujet. Je trouve aussi que tu sembles te donner des bons moyens, tu sais, parce que ça a dû quand même être un coup dur, tu sais. Veux pas, tu sembles quand même bien à l'idée là, de ce changement-là. Tu sembles avoir fait ton idée puis peut-être fait un petit plan d'action qui va te permettre d'aller dans le futur. Mais ça a dû quand même être un coup dur, tu sais, émotionnellement. Tu sais, comment toi tu te sentais, tu sais, là-dedans, personnellement, tu sais, si c'est pas trop indiscret de te demander ça. Non, absolument. Écoute, il y a eu des larmes, là. Je mentirais Ouais. si je disais que tout a, ah oui, OK, c'est beau, c'est correct. Non, il y a eu des larmes, il y a eu, tu sais, des moments vraiment difficiles. Puis la réalité en tant qu'athlète, je pense, c'est que on a une équipe de support. Tu sais, le club a une équipe, un support. On reçoit des courriels. Tu sais, on peut faire de la téléphysiothérapie. On peut faire, tu sais, des conférences avec les coachs, puis du dryland avec les coachs. Puis moi, du côté de l'équipe nationale, j'ai le même genre de support avec, tu sais, des programmes comme plan de match, des programmes comme, tu sais, simplement des entraîneurs qui m'appellent, c'est pour prendre de mes nouvelles, c'est comme comment ça va. J'ai ma thérapeute avec qui je parle, puis tu sais, je veux dire, il y a eu des conversations vraiment honnêtes aussi avec de mes coéquipières de l'équipe pour qui eux c'est comme est-ce que je veux vraiment continuer une autre année? Fait que émotionnellement, je vis ça, oui, toute seule, mais je vis ça aussi avec mes coéquipières de l'équipe nationale qui, pour certains, le délai de 1 an des Jeux, c'est la fin d'une carrière. Ouais. Fait qu'on vit une espèce de peine, une espèce de deuil ensemble, puis une espèce de justement de réalisation de OK, ben peut-être qu'il faut faire des choix qui vont
soit d'un côté avoir un impact sur notre vie à l'extérieur de la natation ou d'un autre côté avoir un impact sur notre vie de la natation. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est ça que je vis émotionnellement dans plusieurs sphères de ma vie. OK, super. Tu es une athlète de paranatation. Alors, Mm. tu sais, c'est quoi ta condition? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es une paranageuse? Mhm, Peut-être nous absolument. expliquer un peu ton histoire là-dessus, là. Oui. Donc, mon histoire de paranageuse ou de personne en situation de handicap, je dirais, je suis née avec un cancer sur ma colonne vertébrale. Donc, la tumeur était là à la naissance, était située de T10 à L5 dans mon dos. Puis après quelques jours, là, les médecins ont vu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Mes jambes bougeaient pas comme un bébé naissant sans tumeur. Puis bon, il y a différents tests qui ont été faits. Puis j'ai été diagnostiquée avec ce qu'on appelle un neuroblastome. Puis j'ai eu des traitements de chimiothérapie, différentes chirurgies pour enlever la tumeur. Puis bon, je suis restée avec des séquelles, donc une paralysie partielle de mes deux jambes. Mhm. Euh, bon, je peux marcher sur des courtes distances. J'utilise surtout ma chaise roulante, mais j'ai des orthèses, des béquilles pour m'aider à me déplacer. Puis dans l'eau en tant que telle, ben j'utilise pas mal juste mon haut du corps. J'ai mes abdos qui sont semi développés. Mes abdos du bas sont un peu moins développés. Donc c'est vraiment plus là, mon haut du corps, mes bras, mes épaules qui font le travail dans la piscine. Super, merci. Je pense que ça va éclairer quand même des gens qui connaissent pas ta situation, qui connaissent peut-être un Mm. peu moins qui tu es. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de nager quand même avec toi. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Tu sais, que tu parlais de Sylvain et Catherine, là, c'est des Ouais. coachs que moi aussi j'ai eu quand j'étais jeune. Puis, Ouais. quand même, une chose qui m'a impressionné ou quand même, c'est que je me souviens de mon enfance, tout ce que je me souviens, c'est que je t'ai toujours vu marcher. Je t'ai toujours vu Mhm. avec tes protèges, je t'ai toujours vu marcher. Puis, c'est comme, ça m'a marqué un peu parce qu'à un moment donné, je t'ai croisé à l'Université d'Ottawa, puis tu avais ta Mhm. chaise roulante. Ouais. Puis, je t'avais jamais vu en chaise roulante avant, puis Mm. je me suis demandé, après ça, tu sais, comment ça se fait que tu as décidé de sortir ta chaise roulante rendue à l'université, ou même peut-être avant, là, mais pourquoi tu as décidé d'utiliser la chaise roulante au lieu de marcher? En fait, pour moi, ça a été un processus pas nécessairement évident. Je pense que j'ai passé de je veux être indépendante puis je veux marcher partout Mhm, à réaliser que marcher partout, ça me fatiguait énormément puis ça avait un impact sur mes performances dans la piscine, je veux pas. mhm, Puis ça a vraiment plus commencé quand j'étais dans ma deuxième année d'université. Ma première année, je m'entêtais encore à marcher un peu partout sur le campus, mais un campus université, c'est grand longtemps. mhm, Puis j'ai réalisé que mes jambes, ils fabriquaient de la masse musculaire. mhm. Mais cette masse musculaire-là, j'étais pas capable de l'utiliser dans la piscine. C'était simplement, mes jambes étaient juste trop lourdes. Fait que je calais dans le fond de l'eau quasiment. Ben, Ouais. pas dans le fond, là, mais mes jambes, ils draguaient encore plus. Donc, ça a été ça m'a pris du temps avant j'avais compris la physique Mhm, derrière la patente, mais c'est comme si j'étais un peu en déni de la réalité. Ça m'a pris du temps à m'identifier avec ma chaise roulante, mais j'ai réalisé que ça m'aidait mhm. tellement comme plus que j'aurais jamais imaginé. Puis quand je dis que ça a été un long processus parce que je veux pas, c'est une question d'identité aussi. Donc est-ce que je veux être identifiée comme la fille en chaise roulante? Puis j'ai réalisé que mais ma chaise roulante représentait pas quelque chose qui me limitait, mais Mhm. plutôt un symbole de liberté. Donc, c'est un peu ça le processus qui s'est produit dans ma tête. Puis maintenant, ben, j'aime ma chaise, puis j'en ai eu une nouvelle dans la dernière année, puis c'est vraiment une extension de moi. Donc, ça fait partie de qui je suis. Puis c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les gens en chaise roulante comme ah, tu sais, une limitation ou peu importe, mais la réalité, c'est que sans ma chaise roulante, justement, ben, la limitation est beaucoup plus présente. Oui. Ouais, ben, écoute, puis je trouve ça quand même inspirant parce que tu sais, je te trouvais vraiment forte de marcher malgré ta condition. Puis Mhm. je trouve ça encore plus fort que tu aies pris la décision de finalement utiliser la chaise roulante. Parle-nous de ton expérience aux Jeux Olympiques. C'est définitivement pas la première fois qu'on me demande de parler de mon expérience au jeu. Puis c'est toujours pas évident d'en parler parce que c'est quelque chose de tellement irréel, de tellement grandiose, qu'il y a tellement peu de gens qui ont la chance de participer à un Mhm, événement comme ça. Puis il y a une espèce de,
comment je pourrais dire? Il y a quelque chose de vraiment spécial aux Jeux, puis je sais pas si ça se vit encore plus aux Jeux paralympiques parce qu'on est unis par une passion qui est la même, qui est celle de l'excellence dans le sport. Puis on est unis par nos différences, on est unis par, tu sais, dans un contexte où les pays se rejoignent, puis c'est pas pour faire la guerre, là, tu sais, c'est pour célébrer le sport, puis célébrer la diversité. Donc ça, je trouve ça, c'est tellement puissant, puis de rentrer dans, tu sais, le village des athlètes ou d'aller manger à la cafétéria 3 fois par jour, puis de s'asseoir avec des athlètes de différents sports, de différents pays. Il y a quelque chose de vraiment unique, de vraiment spécial là-dedans, qui est difficile de décrire avec des mots. Puis, c'est en 2012, quand je suis revenue à la maison, en 2016, quand je suis revenue à la maison après les Jeux, à chaque fois, j'étais dans l'avion, puis j'atterris à Ottawa, puis c'est comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que c'est vraiment comme un événement qui est irréel. Puis quand t'es dedans, je pense que en 2012, j'ai peut-être pas pris, j'avais seulement 17 ans, j'étais encore très jeune. J'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, puis j'ai vraiment peut-être pas profité autant que j'aurais voulu. Puis ça, je l'ai regretté un peu. Puis en 2016, quand je suis retournée, écoute, j'ai pris le temps de tellement savourer chaque instant. Puis je vais toujours me souvenir de la dernière soirée des finales. Je coursais pas cette journée-là, puis les Brésiliens ont remporté une médaille aux 4x100 mètres relais masculin. C'était la dernière course des Jeux. Puis tu sais, veux pas, les Brésiliens qui gagnent une médaille à la maison, le stade, la piscine a viré complètement dingue. Puis là, le monde a commencé à se lever puis partir, mais tout le monde crie encore. Puis les fans brésiliens, ils hurlaient. Puis je me suis juste assis là pendant comme 20 minutes avec les larmes qui coulaient sur mes joues, à juste comme vraiment comme imprégner toute l'énergie qu'il y avait sur le bord de la piscine cette journée-là. Donc, it's a feeling. Les Jeux, c'est vraiment, c'est une émotion. Puis il y a rien de pareil. Puis comment étaient tes performances au jeu? Je dirais que performer au jeu, c'est la chose la plus difficile. On regarde souvent dans les statistiques, il y a beaucoup plus de records du monde qui sont brisés dans des championnats du monde, dans des compétitions qui sont autres que les Jeux. Les Jeux sont difficiles parce qu'il y a une pression de plus. Il y a une réalité qui est différente, la réalité du village des athlètes. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver pas assez préparés à cette réalité-là tu sais, t'as une petite chambre, c'est un petit lit. Souvent, les lits sont pas confortables. Les murs sont faits en papier. Tu sais, t'entends tout. T'as des distractions additionnelles. T'as le salon des athlètes. T'as les gens qui célèbrent leur médaille le soir. Fait que, tu sais, des fois, il y a plein de facteurs qu'il faut que tu apprennes à ignorer. Puis je dirais que c'est quelque chose que émotionnellement, mentalement, qui fait partie de ma préparation actuellement, puis pour lesquels je suis consciente pour les Jeux de 2021, puis c'est quelque chose sur lequel je veux travailler justement pour pas me laisser distraire par ces choses-là. Donc, je dirais que mes performances aux Jeux en 2012 et en 2016 ont pas été ce que j'aurais voulu justement parce que il y a peut-être eu des erreurs qui ont été faites au courant du processus, mais la beauté de la chose, c'est que c'est une situation d'apprentissage. J'ai appris tellement, puis je continue à en apprendre, puis souvent les gens ils me demandent mais pourquoi tu continues, tu sais, après toutes ces années de compétition, puis d'entraînement, puis de mariage manqué, puis d'événements qu'il a fallu que je dise ben non, je peux pas être là parce que j'ai une compétition ou j'ai un entraînement ou whatever. Je continue à apprendre. Je continue à apprendre après toutes ces années, puis peu importe la quantité d'expérience que tu as, tant que je vais continuer à apprendre, ma mission est pas finie sur le bord de la piscine. Wow. Ben écoute, tu réponds aussi à ma question. Je m'avais te demandé quel a été ton plus grand défi. Je pense que tu viens quand même de clairement nous l'expliquer. J'aimerais savoir si c'était comme une anecdote à nous raconter, quelque chose de comme croustillant, ou tu sais, quelque chose qui t'a vraiment marqué dans ton expérience. Au jeu en tant que tel ou peu importe. Ben écoute, ça peut être sur la route vers les jeux, comme les jeux. Je pense que toute cette expérience-là est intéressante. Souvent, on me pose la question, ça a été quoi le highlight de ta carrière, par exemple, à date? Puis, c'est une question qui est pas facile à répondre nécessairement. Puis, je pense que il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que je dise, les Jeux paralympiques, c'est incroyable.
Puis c'est vrai. Mais je dirais qu'il y a rien, absolument rien qui a battu l'expérience de compétitionner à la maison aux Jeux parapanaméricains de Toronto en 2015. OK. Ça, c'était une expérience incroyable. Je sais même pas comment décrire le thrill que tu vis quand tu as la crowd qui est derrière toi, la crowd canadienne qui, dès qu'il y a le drapeau du Canada sur un uniforme, ils virent complètement fou. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment spécial là-dedans. Puis de savoir que, justement, tu as tout ce support de cette crowd-là. Puis quelque chose de vraiment spécial aux Jeux panaméricains aussi, c'est que j'avais été nominée capitaine de l'équipe lors des Jeux. Puis de savoir que mes coéquipières croyaient en moi pour avoir ce rôle-là, pour justement leader l'équipe. Il y avait quelque chose de vraiment spécial. Donc, toute cette expérience-là, juste été absolument incroyable. OK. Tu amènes un point intéressant, je trouve. C'est quoi exactement le rôle d'un capitaine sur une équipe nationale comme celle-là? Mm-hmm. En fait, écoute, on avait deux capitaines d'équipe, un homme et une femme. Puis l'objectif, dans le fond, c'est juste de réunir les gens. Souvent, une équipe va être formée de rookies, de vétérans. Puis on organisait des activités, justement, des activités brise-glace. On organisait des cris d'équipe. Juste des événements de rassemblement. À chaque jour, on nommait les étoiles de la journée. Fait que c'était soit quelqu'un avait fait quelque chose qui était remarquable, que ce soit comme l'esprit d'équipe incroyable ou une course vraiment incroyable. Donc c'est ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de rassembler les gens puis de créer une espèce de cohésion entre les membres de l'équipe, puis aussi si jamais il y a quelque chose qui se passe à travers l'équipe ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui est pas trop à l'aise de poser une telle question, mais ça qu'on est des gens qui ont plus d'expérience peut-être puis qui peuvent nous poser des questions pour être rassurés ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Ça semble être une belle expérience, effectivement. Je pense que je peux comprendre pourquoi ça tombe dans tes highlights là, de carrière, comme tu dis. J'aimerais savoir, bon, qu'est-ce que tu fais à part la natation? Tu sais, quelles sont tes passions autres que la natation? Donc, moi, j'ai fait un bac en communication et en études féministes à l'Université d'Ottawa. Puis, je me focusais surtout sur les représentations du handicap dans les médias. Donc, ça faisait partie beaucoup de mon, plus le côté études féministes. Donc, où existe, dans le fond, l'intersection entre être une femme et être en situation de handicap, puis comment ça s'est représenté dans les médias, etc. Donc, c'est quelque chose qui me passionne énormément, tout ce qui est diversité et inclusion. Donc, je suis beaucoup impliquée dans, par exemple, des comités justement de diversité et d'inclusion avec le Comité paralympique canadien. Je suis sur le Conseil des athlètes en natation Canada également. En dehors de mon parcours académique, ben là, justement, dans les deux dernières années, je travaillais pour l'équipe de communication au Comité paralympique canadien. Puis, écoute, j'ai travaillé avec l'équipe de coms pour les Jeux de Pyeongchang en 2018. Donc, moi, j'étais sur le home team, puis je faisais médias sociaux, storytelling, etc. Pour le CPC. Puis, éventuellement, j'ai bougé vers un projet de autonomisation des femmes en position de leadership sportif dans la région paralympique des Amériques. Donc, on avait un groupe de 20 femmes avec qui on travaillait sur... chacune avait un projet, puis nous, dans le fond, le staff au CPC, on s'occupait de la gestion des 20 femmes, puis on avait des webinaires, des ateliers, etc., pour les outiller, pour les permettre de devenir des meilleurs leaders dans leur pays. Donc, c'est vraiment intéressant de relier mes études avec quelque chose de vraiment, vraiment concret dans le monde du sport. Il y avait quelque chose de vraiment spécial aussi de travailler avec différentes cultures parce que la réalité des femmes au Canada est pas la même qu'au Paraguay ou en Argentine, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de personnel aussi que je pouvais amener au projet. Puis, c'était quelque chose de vraiment spécial. Puis, je vais m'en souvenir pour toujours. Puis, c'est définitivement
un domaine dans lequel je vais définitivement m'enligner à la suite de ma carrière sportive. Ouais, parce que ça l'introduit quand même bien. En fait, la dernière question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce que le futur a pour Camille Bérubé? Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais faire après la natation? Où est-ce que tu te vois là, dans 10 Mhm. ans, 15 ans? Ben c'est sûr que dans un futur un peu plus proche, j'ai mentionné plus tôt, j'aimerais retourner aux études, donc faire une Oui. maîtrise probablement en disability studies ou en études féministes, peu importe. Mais je vais probablement m'aligner justement dans le domaine de la justice sociale, diversité, inclusion, etc. Donc, à quel endroit, je sais pas, mais ça, c'est le futur qui va le dessiner. Qui est quand même un domaine dans lequel tu te trempes déjà, tu Ouais. t'impliques beaucoup, alors c'est le fun de voir que Mhm. c'est une passion que tu as en ce moment puis que tu veux qu'elle persiste à travers le temps. Alors voici ce qui conclut cet épisode de NG Télé. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai trouvé que l'expérience de Camille est vraiment intéressante. D'ailleurs, j'aimerais prendre le temps de la remercier et au nom de toute la grande famille de NG, j'aimerais te souhaiter un bon succès dans ce que tu entreprends et on veut aussi te souhaiter une bonne chance sur la route de Tokyo 2021.